Bonjour et bienvenue sur Rencontre, le podcast du laboratoire de la mobilité inclusive. Je suis Sophie Plumer, votre hôte. À l'occasion des 10 ans du laboratoire de la mobilité inclusive, nous partons à la rencontre des hommes et des femmes qui vivent et font bouger les lignes de la mobilité sur le terrain, dans les territoires. Les villes et les associations nous ouvrent leurs portes. Nous aurons également la chance de rencontrer des bénéficiaires pour comprendre leurs besoins de mobilité et les solutions qui leur facilitent la vie quotidienne. Dans ce premier épisode, nous recevons Marie Huyghe. Marie est consultante en mobilité auprès des collectivités territoriales. Elle est aussi spécialiste de la mobilité en milieu rural et de l'accompagnement au changement. Cet épisode s'appelle « Comment les acteurs de terrain vont de l'avant ». Grâce à Marie, vous allez mieux comprendre quels sont les freins et les leviers de mobilité pour les usagers, comment les acteurs de terrain y répondent et quelles solutions ils trouvent pour créer une mobilité plus inclusive et durable. Et bien sûr, quels sont les défis que nous devons encore relever. Nous vous souhaitons de changer de regard sur la mobilité de votre commune et dans votre territoire. Et nous vous donnons rendez-vous en fin d'épisode. Bonne écoute. Bonjour Marie. Bonjour Sophie. Bienvenue sur Rencontre. Merci beaucoup. J'ouvre avec vous cette deuxième saison de Rencontre dans laquelle nous nous intéressons à celles et à ceux qui agissent au quotidien et qui vivent leur mobilité dans les différents territoires. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer les différences de pratiques de mobilité et d'inclusion que vous observez dans les différents territoires et notamment les différences de réalité entre le rural et l'urbain ? Alors moi, je peux surtout témoigner au titre des espaces ruraux, puisque je travaille essentiellement avec ces territoires-là. Ce qu'on peut dire, c'est que il me semble que les pratiques de mobilité, finalement, quels que soient les espaces, elles répondent à des aspirations qui sont similaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se déplace pour satisfaire, pour permettre des modes de vie qui sont très similaires aujourd'hui entre l'urbain et le rural, c'est-à-dire que on a à la fois des rythmes de vie qui sont assez intenses, on a une multiplicité des lieux de vie, on a une quête de flexibilité, d'instantanéité. Ça, on le retrouve qu'on soit en rural ou en urbain. Maintenant, la principale différence qu'on va faire entre les territoires, elle va être liée à l'offre. À la fois à l'offre d'emploi, de commerce, de services, donc ce qu'on va pouvoir utiliser finalement en local, et à la fois à l'offre de mobilité qu'en urbain. Donc finalement, aujourd'hui, les individus qui sont exclus de ce système automobile, autour duquel ont été construits les territoires, et notamment les territoires ruraux, les personnes qui sont exclues de ce système sont beaucoup plus impactées quand elles vivent en rural que quand elles vivent en urbain. Donc si j'ai pas accès à ma voiture, j'ai pas accès aux services, j'ai pas accès à l'emploi, etc. C'est vraiment ça la différence. C'est ça. Ça veut pas dire qu'en urbain, il n'y a pas de difficulté de mobilité, puisqu'on sait aussi que les freins à la mobilité peuvent être liés non pas à l'offre, mais à l'individu, à ses compétences, à ses capacités, etc. Donc on va aussi avoir des grosses difficultés de mobilité qu'on va identifier en urbain. Mais en rural, on a parfois à la fois des difficultés liées à l'offre et des difficultés liées à l'individu. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne se déplacent pas du tout ? C'est évident qu'on a aujourd'hui une partie de la population rurale qui témoigne de difficultés liées à la mobilité. Ça va être des seniors qui vont témoigner du fait qu'ils ont des difficultés d'accès aux services administratifs, médicaux, parce qu'ils ne sont pas ou plus en capacité de se déplacer. Ça va être des personnes en insertion ou des jeunes qui ne vont pas avoir accès notamment à l'emploi parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Ça va être des familles qui n'ont pas accès à la culture parce qu'ils peuvent pas s'y rendre, etc. Donc, est-ce que ça se transforme en immobilité totale ? Certainement pas en permanence, mais par contre, est-ce que ça freine le déplacement ? Oui, tout à fait. Quels sont les facteurs d'immobilité ? Est-ce que ce sont des facteurs, économiques ? Ou est-ce qu'il y a aussi d'autres facteurs comme le permis de conduire, par exemple, ou autre chose ? Les freins, ils sont effectivement d'ordre financier. Donc ça va être l'impossibilité d'acheter une voiture ou, et c'est ce qu'on a vu dernièrement, de mettre de l'essence dans la voiture. Ça va être des freins physiques, personnes à mobilité réduite, seniors, qui ne sont plus en capacité soit de conduire, soit de se déplacer avec d'autres modes de déplacement, marche à pied, vélo, etc. Ça va être des freins aussi cognitifs, c'est-à-dire l'incapacité à, par exemple, passer le permis de conduire ou à se repérer sur une carte.
Tout ça, ou à se repérer dans l'espace plus globalement. Tout ça, ça va être des choses qui vont freiner le déplacement. Et puis on a aussi des freins, alors je sais pas trop comment les qualifier, mais par exemple des ménages ou des jeunes qui ne s'imaginent pas sortir du périmètre qu'ils maîtrisent. C'est ça aussi se déplacer, c'est aller dans des territoires ou dans des espaces où on n'est jamais allé, qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Et quand on n'a pas appris à prendre le risque d'aller dans ces espaces-là, parfois c'est un frein tel que on n'envisage pas le déplacement et a fortiori on n'envisage pas ce que permet le déplacement et notamment l'accès à l'emploi. J'aimerais qu'ils comprennent l'angle des collectivités territoriales. Donc vous accompagnez aujourd'hui des collectivités locales et territoriales dans leur stratégie et approche de la mobilité. Quels sont les axes sur lesquels ces collectivités travaillent, que ce soit des villes, soit peut-être des communautés de communes, et est-ce qu'elles sont conscientes de ces difficultés-là ? Alors, j'aurais pas la prétention de répondre au titre de toutes les collectivités, parce que j'en accompagne, moi, évidemment, très peu. Ce que je peux dire, c'est que, alors, de manière assez globale, les thématiques qui ressortent beaucoup en ce moment, il y a évidemment la question du vélo et des mobilités actives. C'est vraiment, je dirais, la thématique à la mode. En tout cas, c'est une thématique sur laquelle les collectivités s'engagent et c'est aussi des projets qui mènent à des succès, je dirais, assez rapides. Voilà, travailler sur le vélo aujourd'hui, c'est, je trouve, très pertinent pour les collectivités parce qu'on voit assez rapidement l'impact de ces projets. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième thématique, ce qui me semble important, c'est que j'ai l'impression que de plus en plus de collectivités mènent un travail de planification et de stratégie. Donc ça, je pense qu'on y reviendra plus tard. En fait, on peut imaginer n'importe quelle solution plus ou moins pertinente selon les territoires, etc. S'il n'y a pas derrière une pensée sur le long terme et s'il n'y a pas un travail de stratégie, de planification, à mon sens, ça sert à rien. Et le risque, en fait, c'est qu'on mène des projets, qu'on mette en œuvre des solutions qui vont fonctionner pendant 2-3 ans et puis voilà, qui vont pas être pérennes parce qu'on n'a pas pensé le long terme, ou alors même qu'on mette en place des solutions qui seront pas cohérentes entre elles parce qu'on n'a pas pensé la question de manière globale. Et puis troisième thématique sur laquelle je trouve les territoires s'engagent de plus en plus, c'est la question de ce qu'on va appeler l'accompagnement au changement. En tout cas, la prise en compte de l'approche comportementale, la prise de conscience que oui, il faut développer une offre pour que les gens se déplacent, mais que si on forme pas les individus, si on les accompagne pas finalement dans l'appropriation de ces nouvelles solutions, alors souvent la solution ne fonctionne pas et les gens ne font pas évoluer leur pratique ou ne se mettent pas à se déplacer. Et donc j'ai quand même l'impression que cette approche-là, cette approche comportementale, c'était quelque chose dont on parlait absolument pas il y a 10 ans, c'était extrêmement nouveau. Et là, c'est quelque chose qui rentre vraiment dans les façons de faire et on parle de plus en plus, par exemple, de culture mobilitaire, de culture automobile. Donc on prend vraiment en compte tout ça. On comprend bien les différents axes de travail. Est-ce que quand ils identifient ces axes, ou est-ce que ces axes sont identifiés en prenant en compte les freins et la réalité des usagers en fait et des citoyens ? Alors, encore une fois, je peux me tromper. L'impression que j'ai, c'est que historiquement, en fait, les territoires avaient bien conscience de la présence de publics vulnérables, les seniors, les jeunes, etc., les personnes en insertion, et que il y avait des solutions qui étaient mises en œuvre, voilà, de l'aide au passage du permis de conduire, etc. Bon. Par contre, le fait qu'aujourd'hui il y a une partie de la population qui était jusqu'à présent totalement satisfaite de l'utilisation de la voiture, mais que cette population, finalement, elle va se retrouver dans des situations compliquées en cas de renchérissement des carburants, en cas de contraintes réglementaires sur, par exemple, le fait qu'on pourra plus vendre de voitures thermiques d'ici 2035, et que y a toute une partie de la population qui, on ne sait pas comment elle fera, elle aura pas les moyens d'acheter un véhicule électrique. Cette situation-là, ces enjeux sociaux-là, ces nouveaux enjeux sociaux, je n'ai pas l'impression qu'ils soient encore complètement pris en compte par les collectivités, parce que derrière, ce que ça veut dire, c'est que ça met clairement en évidence le fait que ce système tout automobile, sur lequel quand même on a beaucoup compté toutes ces dernières décennies, finalement il n'est pas si satisfaisant que ça, quoi. Il n'est plus aussi satisfaisant. Et donc cette remise en question, elle commence à se faire. On est encore au début, en fait. Cette prise de conscience, elle n'est pas encore totalement faite. Est-ce que vous avez des exemples d'accompagnement au changement ? Alors, quand on parle de mesures d'accompagnement au changement, moi j'identifie toujours 4 familles. C'est la question de la sensibilisation et de l'information et de la communication, de la sensibilisation, de la formation et de l'expérimentation. Donc ça, c'est vraiment de manière théorique
toutes les façons dont on peut accompagner le changement. Après, très concrètement, ça ressemble à quoi sur les territoires ? Ça peut être, par exemple, du conseil en mobilité qui va être opéré auprès de différents publics. Donc, par exemple, auprès des entreprises, des employeurs et des salariés, auprès des jeunes, auprès des personnes en insertion, etc., auprès des enfants, évidemment. Et puis, petit à petit, voilà, on voit se multiplier les postes de chargés de mission conseillers en mobilité dans les territoires. Jusqu'à il y a quelques années, la question de la mobilité, c'était une question technique, c'est-à-dire qu'on ne parlait pas de mobilité, on parlait de transport, et on s'interrogeait sur quels services de transport, notamment le transport collectif, on va développer dans les territoires. Considérer qu'il faut aussi faire de l'animation autour de cette question-là, c'est très très neuf. On met du temps aussi à considérer que pour savoir animer, il faut se former, il faut avoir des compétences spécifiques. Et que ça demande des ressources humaines spécifiques et des financements spécifiques dans les territoires. Voilà, donc tout ça, ça prend du temps en fait. Cette prise de conscience aussi prend du temps. Tu rends compte la conviction qu'on porte et qu'on essaye de creuser, c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut allier justement mobilité durable et inclusive. Est-ce que vous avez l'impression que cette alliance-là, il y a un écho auprès des acteurs de la mobilité ? Alors, j'ai pas l'impression que la question se pose de cette manière-là. Je pense pas que les territoires s'interrogent sur comment est-ce qu'on concilie transition et inclusion. Se décider à mener une politique de mobilité durable, à inclure la question de la transition dans les politiques de mobilité qui sont menées, c'est quelque chose qui est nouveau. Vraiment, ça demande une remise en question totale de ce qui a été fait ces dernières années. Et donc, du coup, je rejoins assez les enseignements de l'étude qui a été faite par le LMI et par Auxilia sur le fait qu'aujourd'hui, ce qui va permettre notamment de concilier transition et inclusion, c'est simplement de prendre en compte les enjeux de la mobilité solidaire. Donc, petit à petit, c'est pareil. Les collectivités qui ont pris la compétence mobilité ou qui agissent même sans avoir la compétence, vont devoir s'approprier ces nouvelles compétences et apprendre finalement à faire de la mobilité solidaire. Et puis savoir comment agir. Donc, la base, c'est de comprendre que en tant que acteur institutionnel, on va pas tout faire, on va pas porter tous les projets de mobilité solidaire et qu'il faut réussir à s'appuyer, à collaborer avec les acteurs qui savent faire. Donc encore une fois, les missions locales, les maisons de l'emploi, les CCAS, etc. Ce que vous dites, ça me fait penser à ce que Ariane Dupont-Kieffer disait dans la saison 1. Elle disait qu'il fallait casser les silos entre les différents décideurs et les différents acteurs de la mobilité. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ? Complètement. La première raison, en fait, pour laquelle il faut coopérer quand on parle de mobilité, c'est que la mobilité, c'est une question transversale. C'est-à-dire que on peut aussi bien parler de mobilité des élèves, et donc voilà, ça peut être géré avec les services éducation. On peut parler mobilité des actifs, et donc ça on parle avec le service développement économique. Donc finalement, rien que au sein des services des collectivités, le service mobilité, il doit travailler avec ses différents collègues, avec les autres services. Donc, effectivement, ouvrons les silos. Ça, c'est quelque chose qui est pas facile parce que travailler ensemble, il faut apprendre à le faire. Et puis, il faut aussi s'ouvrir aux acteurs non institutionnels, donc ceux que j'ai évoqués jusqu'à présent, mais aussi tous les acteurs de l'éducation, toutes les associations, développement durable, etc. Parce que finalement, ni les décideurs, ni les techniciens des intercos ne vont pouvoir tout savoir. Donc forcément, il faut aller chercher les informations auprès des autres acteurs. Et puis si on parle de solutions, une mise en œuvre de solutions, c'est pareil. Les collectivités ne vont pas pouvoir tout porter par déficit de ressources humaines ou financières, ou simplement parce que c'est pas le plus pertinent. Parfois, le plus pertinent, c'est que ce soit les structures elles-mêmes qui portent ces solutions. Quand je vous entends, bien sûr, on a des défis technologiques, mais en fait, on a beaucoup de défis de conduite du changement, à la fois des usagers qui doivent, par exemple, sortir de la voiture, oser prendre un autre moyen de transport comme le vélo ou les transports en commun, etc. Et on a aussi une conduite du changement auprès des décideurs et des acteurs pour qu'ils pensent à un autre système, qu'ils prennent conscience et qu'ils pensent à un autre système. Et puis, on a une conduite du changement même dans la collaboration, en fait, dans la manière dont on va créer la mobilité de demain. Tout est imbriqué, il y a beaucoup de changements à mener, en fait. Tout à fait, c'est pour ça qu'il faut accepter que les choses prennent du temps. Et il faut surtout se rendre compte des besoins de formation, vraiment, qu'il va y avoir. Par exemple, les élus, les techniciens,
qui ont eu une manière de faire pendant des dizaines d'années, qui ont traité la question du transport d'une certaine manière, on leur demande de faire différemment. Aujourd'hui, très différemment. Pour tout ça, il faut leur donner des outils pour apprendre à faire différemment. J'aimerais bien que vous nous éclairiez sur, par exemple, quelque chose de concret. Et je vous propose de prendre la réduction de la dépendance à la voiture. Comment est-ce qu'on peut sortir de cette dépendance à la voiture ? Sur quel levier on peut jouer ? Quelles actions concrètes mettent en place des territoires, des villes, des intercos pour aller vers ça et accompagner leurs citoyens dans la sortie de la voiture ? Après, alors c'est toujours pareil. La théorie, c'est il faut à la fois permettre aux individus de se déplacer différemment. Donc, on va développer des infrastructures, des services qui vont permettre de se déplacer non plus en voiture, mais de se déplacer en modes actifs, en mode partagé, en mode collectif, etc. Donc, autopartage, covoiturage, vélo, TER, etc. Donc ça, c'est la théorie. Et puis après, il faut aussi accompagner le changement, permettre aux individus de connaître toutes ces alternatives, d'être compétents, d'être formés pour prendre ces différentes alternatives, etc. En pratique, on sait très bien qu'on a face à nous des territoires qui, on l'a dit, parfois débutent sur cette question-là, donc savent pas par où prendre le problème. On a des collectivités qui ont des moyens financiers limités et moyens humains. Donc, de toute façon, ils n'auront pas suffisamment de ressources humaines pour porter des projets dans tous les sens. Donc, en fait, la question qui se pose aujourd'hui, c'est pas tellement comment on peut sortir de cette dépendance à la voiture, c'est plutôt par où on commence. Parce que, encore une fois, on n'a pas beaucoup d'argent et il faut l'utiliser au meilleur escient possible. Moi, je pense qu'il y a 2 thématiques là qui sont susceptibles de bien fonctionner assez vite. C'est travailler sur le vélo. Parce que c'est ce que je disais, en fait, on voit assez vite que dès qu'on met en place un service de location, dès qu'on développe des infrastructures sécurisées, finalement, assez vite, on voit les gens venir sur ces infras et ces services de location fonctionnent du feu de Dieu dans la majorité des territoires dans lesquels ils sont mis en place. Alors, ça demande quand même un peu d'argent, hein, mais évidemment que ça demande de l'argent. Mais en tout cas, c'est des sujets qui peuvent bien fonctionner. Et puis surtout, le vélo, j'ai l'impression que ça répond à une demande citoyenne qui est de plus en plus forte. Puis il y a un autre point, c'est plutôt un public qui me semble intéressant, c'est le public des employeurs et des actifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans de très nombreux territoires, les employeurs nous disent on a des difficultés de recrutement, notamment pour des questions de mobilité. Donc on a des difficultés de recrutement. Et puis dans nos salariés, on sait aussi que nos salariés ont parfois des problématiques de mobilité parce que la mobilité commence à leur coûter trop cher, etc. Donc en fait, encore une fois, travailler avec les entreprises, ça peut permettre de répondre à des besoins et ça peut être soutenu par une demande. Mais je pense qu'assez vite, ça peut déboucher sur des vrais changements de pratique et des vrais succès, en fait, dans ces projets-là. Donc voilà, comment sortir de la dépendance, c'est plutôt par quoi on commence. Et donc je dirais, vélo et entreprise, ça peut être 2 thématiques assez intéressantes. Je pense que sur le vélo, on voit bien ce qui peut être fait. Bon, déjà, l'aménagement de pistes cyclables, la mise à disposition de vélos, etc. Sur les entreprises, comment ça peut se passer ? Qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place ? Je peux parler d'un exemple territorial, c'est ce qu'a fait l'intercommunalité de la Viron-Noireau en Normandie, qui a lancé un programme dans le cadre de l'appel à projet TENMOD, il me semble, qui s'appelait MobiPro, et dans lequel la Comcom a travaillé avec les entreprises sur les mobilités pendulaires, donc domicile-travail des salariés. Donc il y a une quinzaine d'entreprises qui ont participé à ce projet-là. Dans les solutions, c'était assez simple, c'était essayons de développer le vélo, essayons de développer le covoiturage. Donc en fait, encore une fois, les solutions sont pas révolutionnaires. Par contre, ce qui va permettre le succès, c'est que ces projets-là soient réellement portés. Donc là, c'était porté en tripartite, quelqu'un de l'intercommunalité, il y avait quelqu'un d'une association qui assurait les animations auprès des entreprises, la formation, la sensibilisation, etc. Et puis évidemment porté en local par les entreprises. S'il n'y a pas de portage au sein de chaque entreprise, souvent c'est difficile de le mettre en œuvre parce que très concrètement, quand on veut développer du covoiturage au sein d'une entreprise, il faut savoir qui peut covoiturer avec qui, il faut aller chercher les gens un par un, il faut les amener aux ateliers covoiturage ou aux petits-déj covoiturage qui vont être mis en place pour assurer des équipages, etc. Ce qui est important de retenir, c'est que il y aura pas de solution révolutionnaire, mais encore une fois, il faut réfléchir au portage pour que les projets qui vont être développés puissent se pérenniser suffisamment pour permettre le changement de pratique.
C'est pas parce qu'on va faire un atelier covoiturage un matin que la semaine d'après, tout le monde va covoiturer. Il faut le temps. Il faut le temps pour prendre connaissance du projet. Il faut le temps pour se dire, tiens, est-ce que moi, je pourrais covoiturer? Comment je pourrais adapter mon mode de vie ou mon quotidien? Il faut tester une première fois, tester une deuxième fois, et puis peut-être qu'au bout de 2, 3 ou 6 mois, la pratique va se routiniser. Donc voilà, il faut vraiment, j'insiste là-dessus, penser comment on peut porter le projet pour qu'il soit suffisamment pérenne. Oui, et en fait, l'union fait la force. En unissant tous les acteurs d'un même territoire, en fait, qu'on va trouver des solutions ensemble et communes. Tout à fait. Et pour terminer sur ce projet MobiPro, donc il a duré 1 an comme ça, de diagnostic, de développement de solutions. Et il faut savoir que dès la 2e année, il y avait plus d'entreprises qui voulaient rejoindre le programme. En fait, elles ont vu que ça fonctionnait, que c'était intéressant. Et donc du coup, elles ont voulu rejoindre le programme. Quand on parle de changement de comportement et d'adhésion en fait à des nouveaux modes de mobilité, comment est-ce qu'on donne envie ? Est-ce que ce sont des sujets sur lesquels vous travaillez ? Quand on parle d'action d'accompagnement au changement, en fait, la première chose, c'est de se rendre compte que les gens sont très très différents et que, en fait, quand on veut accompagner le changement, eh ben il faudrait quasiment s'adapter à chaque individu. Ce qui pose évidemment problème, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. On n'a pas le temps, on n'a pas les moyens de s'adapter à chaque individu. Et pourtant, il faut bien avoir conscience qu'on ne peut pas tenir un même discours à tout le monde parce qu'il va toucher certains, mais il ne va pas en toucher d'autres. Donc multiplier les formes de discours aussi. Multiplier alors les formes de discours et les porteurs de messages aussi. Si moi, soi-disant experte ou sachante, je vous tiens un discours, vous allez l'entendre d'une certaine manière. Peut-être vous allez le trouver légitime, rigoureux, que sais-je. Bon. Si votre voisin, à qui vous pouvez vous identifier parce qu'il a les mêmes contraintes que vous, le même mode de vie, etc., vous dit que, vous tient le même discours que moi, hein, mais vous dit que, ah ouais, il s'est mis au vélo et que c'est génial, eh ben, en fait, moi, vous allez m'écouter et puis après, bon, vous allez m'oublier. Votre voisin, vous allez l'écouter et peut-être que ça va vous donner envie. Je sais pas si c'est un message, en tout cas un thème dont on parle beaucoup depuis plusieurs mois, c'est la sobriété, voire même la décroissance. Est-ce que ce sont des notions qui sont purement philosophiques ou économiques, ou il y a une réalité aujourd'hui dans la manière dont est pensée et vécue la mobilité ? Alors, est-ce que les individus qui vont se mettre au vélo ou au covoiturage vont avoir l'impression d'être plus sobres ? J'en sais rien. J'ai jamais entendu personne se déclarer comme étant un covoitureur et donc un mobile sobre. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que si on considère effectivement que les leviers de sobriété, peut-être en les mettant au regard des leviers techniques et technologiques, c'est tout ce qui va induire un changement de pratique. Donc ça va être notamment le fait de faire du vélo, de faire du covoiturage, etc., de moins se déplacer, de faire du télétravail. Oui, je dirais que du coup aujourd'hui la sobriété se concrétise dans les modes de vie de plein d'individus, qu'on s'en réclame ou qu'on s'en réclame pas. Ce qu'on peut dire par contre sur cette question de la sobriété, c'est que je suis pas sûre qu'on ait conscience qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, il faut se déplacer moins, il faut se déplacer autrement et dans des proportions assez importantes. Donc à l'échelle individuelle, je pense qu'on n'a pas vraiment conscience de ça. Et à l'échelle territoriale, à l'échelle des collectivités, qu'on a du mal aujourd'hui à concrétiser ce que ça veut dire diviser par 6 notre empreinte carbone. On a du mal à entendre qu'il faut des actions publiques hyper ambitieuses pour permettre ces évolutions de mode de vie. Pourquoi on n'a pas conscience ? Encore une fois, ça fait peur. Et puis, ça remet en question quand même des modes de vie et des façons de faire qui ont prévalu pendant des dizaines d'années. Finalement, dans les collectivités, alors c'est pas tous les élus ne sont pas des gens de 60 ou 70 ans, mais c'est quand même beaucoup des gens qui n'ont connu que le système tout automobile. Et donc, en fait, ça revient à leur dire, mais vous avez fait n'importe quoi pendant 60 ans. C'est difficilement entendable. Il y a des mesures de contrainte de la mobilité. Comment vous percevez ces mesures-là ? Le fait de parler de contraintes, de restrictions, c'est toujours très compliqué. Dans les mesures de contraintes vis-à-vis de la voiture, dans les territoires ruraux, on a par exemple tout ce qui va être mesures de réduction de la vitesse. Et on va avoir notamment tout ce qui est suppression des places de stationnement voiture au profit d'autres aménagements ou de végétation, etc. Si on insiste uniquement sur l'aspect contraignant de ces mesures-là, il y a peu de chances qu'elles passent. Donc toujours, en fait, j'insiste en disant aux élus... Voilà, vous allez mettre en place une zone 30, ça va faire râler, et donc insister plutôt sur ce qu'elles permettent. Par exemple, meilleure sécurité pour les enfants qui vont se déplacer à pied. Donc ça parle aussi. Pour vous, est-ce que ces contraintes, elles sont nécessaires pour conduire le changement ?
Complètement. Complètement. Alors pour des raisons physiques, d'une part, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la majorité de la place dans nos espaces publics est allouée à la voiture. Si on veut donner de la place aux autres modes, il faut en enlever un peu la voiture. La deuxième chose, c'est encore une fois, on est humain, et donc tant que on trouve plus intéressant, plus confortable, plus ce qu'on veut d'utiliser la voiture, en l'absence de contraintes, il y a peu de chances qu'on se tourne vers d'autres modes. Après, il faut aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure à votre question, comment est-ce qu'on convainc les gens de faire évoluer leur pratique. Le fait aussi de découvrir le plaisir qu'on va avoir à se déplacer autrement, ça peut avoir un impact aussi important que le fait d'être contraint à le faire. Ou à minima, ça peut mener à des changements de pratique qui vont être plus pérennes. Marie, on arrive à la fin de notre échange. J'ai 2 dernières questions. Qu'est-ce qui vous rend optimiste pour la suite, pour la mobilité de demain? Si j'avais une chose à dire, c'est de voir arriver à devenir des choses qui étaient complètement inimaginables hier. Et donc, par exemple, le fait que des départements, j'ai en tête le département de Loire-Atlantique, le département d'Ille-et-Vilaine, remettent en question aujourd'hui leur rôle historique qui était de faire de la route, et qui se disent aujourd'hui, non, on va plus faire de la route, on va faire de la voirie cyclable. Et donc, notre budget route, en fait, on va le passer petit à petit dans cette voirie cyclable. Ça, c'est des choses, on en parlait il y a 2-3 ans, c'était absolument pas envisageable. Et aujourd'hui, voilà, il y a des départements, même des régions, voilà, qui nous disent, nous, on change vraiment notre fusil d'épaule. Ça me rend plutôt optimiste. Ouais. Nous ouvrons ensemble donc cette seconde saison de rencontres dans laquelle nous allons partir à la rencontre d'usagers et de bénéficiaires. Sur quoi est-ce qu'il est important que nous les interrogions ? Encore une fois, je dirais sur leurs envies, sur leurs rêves, sur leurs attentes, sur les choses qu'ils sont prêts à faire. Ce qui manque crucialement aujourd'hui, c'est, je suis pas la seule à le dire, c'est un horizon qui fasse rêver. C'est pas parler de mobilité sobre et durable, mais c'est parler de ces déplacements qui nous rendent fiers, ces déplacements dans lesquels on se sent bien, et réussir à mettre d'autres images là-dessus que simplement, voilà, je suis seule dans ma voiture avec ma radio. Donc voilà, c'est mettre des images positives, c'est mettre des récits positifs autour de cette transition. Qu'est-ce qui vous ferait rêver, vous ? Mon rêve à moi, c'est que, y compris en période de canicule, et on va les voir tous les ans, ces canicules, on puisse continuer à se déplacer à vélo et à pied en se disant, ouais, je vais être bien parce qu'il y aura de l'ombre, parce que je vais pas être entourée de voitures qui rajoutent encore de la chaleur. Moi, c'est bizarrement, c'est ça mon rêve, parce que c'est ça ma terreur en fait dans le changement climatique, c'est vraiment ces périodes invivables de canicule. On va agir ensemble alors pour que ces rêves deviennent réalité. Merci beaucoup Marie. Merci à vous. Avec l'équipe du Laboratoire de la mobilité inclusive, nous voulions vous partager quelques enseignements après l'écoute de cet épisode avec Marie. La première chose que nous retenons, c'est que les choses bougent dans les territoires et que celles et ceux qui agissent sur la mobilité vont vraiment de l'avant. Marie disait qu'elle voyait naître tous les jours des projets qui étaient encore impensables 2 ou 3 ans en arrière. Elle disait aussi que certaines initiatives peuvent rencontrer des succès rapides, comme tous les investissements qui sont liés au vélo, pour lesquels il y a une vraie demande de la part des usagers. Donc voilà, ce débrief commence par cette bonne nouvelle car ça fait vraiment du bien quand il y a des succès. Ensuite, le deuxième point qui nous paraît important, ce sont les facteurs clés à avoir en tête pour que les choses avancent. Et ils sont nombreux ces facteurs clés. Ce qui explique pourquoi les avancées peuvent parfois prendre du temps. Nous avons noté qu'il est nécessaire que les décideurs publics prennent conscience de l'importance et de l'urgence à sortir du système 100% automobile. Et cette prise de conscience, elle n'est pas simple à avoir, c'est ce que Marie nous expliquait. Nous avons aussi noté que toutes les avancées en matière de mobilité inclusive et durable demandent des moyens humains et financiers importants, donc il est souvent nécessaire de prioriser. Enfin, Marie a bien insisté sur l'importance d'informer et de former tous les acteurs et tous les bénéficiaires à la mobilité de demain. Car la mobilité de demain n'est pas la mobilité d'aujourd'hui et donc nous devons faire évoluer nos pratiques, nous devons aussi connaître les nouvelles offres de mobilité et tous ces changements s'accompagnent. Ensuite, le troisième et dernier point de ce débrief fait écho à ce que nous avions déjà entendu dans la première saison de rencontres avec Ariane Dupont-Kieffer et Valérie Masse. Il s'agit ici de l'importance de s'appuyer sur tous les acteurs en présence dans un territoire. Les décideurs publics bien sûr, mais aussi les acteurs de la mobilité, les employeurs, les associations. Marie insistait notamment sur la puissance d'action des entreprises en tant qu'employeurs qui peuvent mettre en place des systèmes de covoiturage ou de mobilité douce entre collaborateurs et collaboratrices. Et elle nous expliquait à quel point le portage de ces actions était important et pouvait vraiment avoir de l'impact.
Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Nous vous remercions pour votre écoute et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode de Rencontre.